Merci France-Lise pour cette introduction. Donc à mon tour, je vais souhaiter la bienvenue à tous et aussi mes vœux pour cette nouvelle année, que ce soit à Tahiti, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la métropole. Donc pour commencer, je vais vous inviter à vous mettre à genoux pour une prière silencieuse. Amen. Donc, comme l'a dit France-Lise, cet après-midi, Maurice et moi, nous allons aborder la vêpre numéro 6, une forme plus pure de liberté. Et pour le moment que je vais partager avec vous, je vais vous lire certaines choses, je vais vous demander aussi votre participation. Et j'ai choisi de titrer un peu ce moment d'échange, le libertarisme ou la liberté de discriminer, principe en opposition avec l'égalité. Donc, en tant que mouvement, nous étions plus ou moins à droite. Depuis 2018, nous avons dû passer du spectre politique donc de la droite au spectre politique de la gauche. En effet, nous avons appris que l'éthique fondamentale de la droite, si je peux le représenter comme ça, donc avec 2018 en milieu, on a pu apprendre que l'éthique fondamentale de la droite, c'est la liberté. Et l'éthique fondamentale de la gauche, c'est l'égalité. Or, le message prophétique développé à partir de 2018, portant sur les deux sources d'information et l'égalité, nous ont fait comprendre que de conservateurs sociaux que nous étions, donc avant 2018, nous devions passer à des libéraux sociaux et donc passer de la droite vers la gauche. Pourquoi ? Parce que sans ce changement de la droite vers la gauche, de l'éthos de la liberté vers l'éthos de l'égalité, nous serions du mauvais côté au moment de la LD, lorsque sera voté le sujet de la LD, qui lui portera sur l'égalité. Donc, sur la représentation, l'idée c'est que nous puissions passer la LD, et si nous restons du côté de la droite avec le principe l'éthos de la liberté, nous allons échouer à la LD. Et nous savons aujourd'hui, depuis le développement de 2018, que le sujet de la LD portera sur le féminisme radical. Donc, comme je l'ai dit, nous avons vu que l'éthos fondamental de la droite est la liberté, mais cette notion, ce concept, en fin de compte, il peut être nuancé ou renforcé en fonction du parti auquel on appartient au niveau de l'aile droite. Donc, si je dois le représenter, je vais effacer ce que j'ai mis. Donc, notre vêpre portant sur une forme plus pure de liberté, et comme nous savons que l'éthos de la droite est l'éthos de la liberté, nous savons que nous sommes, cet après-midi, on va travailler essentiellement sur l'aile droite. Donc, ici, nous sommes à droite. Et ce que je viens de dire, c'est qu'en fin de compte, dans ce spectre politique de la droite, on peut avoir plusieurs nuances de la compréhension de la liberté et de l'application de la liberté. Donc, prenons un exemple rapidement. Pour les républicains, nous avons pu comprendre que la liberté est teintée de moralité. Alors, quelques exemples rapidement. On peut avoir
un homme blanc. Ce sont des exemples qui sont dans la vêpres, mais je voulais les reprendre rapidement avec vous pour montrer un peu cette différence que l'on va voir avec les libertariens. Donc, du côté de la droite, pour les républicains, qui seront plutôt au centre, là je ne l'ai pas mis, donc, mais là c'est la gauche, et donc là on va se poser au centre, et les républicains, on va les mettre plutôt ici. R pour républicain. Donc, en ce qui concerne la liberté de posséder une arme pour un homme blanc, les républicains, en fin de compte, n'auront pas de souci. Ils diront même que c'est un droit divin. Quand il va s'agir de se prononcer sur la liberté d'une femme à se faire avorter, ou d'une femme musulmane à pouvoir circuler librement, à entrer dans un pays et à circuler librement, à un homme transgenre de pouvoir effectuer une opération pour changer de sexe, ou alors d'une femme ou d'un homme d'ailleurs lesbienne ou gay de pouvoir se marier avec le sexe opposé, là, ceux qui sont du parti républicain, par rapport à la notion de liberté qu'auront ces personnes, ils vont se positionner en disant non. Ont-ils la liberté de se faire avorter, de circuler librement, de pouvoir changer de sexe ou de se marier avec le même sexe? Les républicains disent non. Mais que diront les libertariens sur les mêmes sujets? Alors, c'est vrai que je vous vois pas, mais j'aimerais votre participation. Alors, que vont dire les libertariens sur ces sujets qu'on vient de citer? Pour l'homme blanc et son droit de porter les armes, est-il libre de le faire? Oui, pour sa propre sécurité. D'accord. Pour cette femme qui veut avorter ou qui réclame un salaire égal, est-ce que les libertariens seront pour ce droit? Ils seront d'accord. Ok. Cette femme d'origine musulmane, on sait que les musulmans, donc je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais par rapport à l'islam, sont stigmatisés et peuvent être mal vus aux États-Unis. Aura-t-elle, selon un libertarien, la possibilité de pouvoir circuler librement? Bien sûr. D'accord. Cet homme transgenre qui veut changer de sexe, liberté? Sans problème. Sans problème. Sans problème. Et cette femme lesbienne ou cet homme gay qui veut se marier, s'unir à son compagnon, sa compagne? Bien sûr. Ok. Donc, côté libertarianisme, donc en fin de compte, tout cela semble très positif, très beau par rapport à ces sujets, surtout quand on les place dans le cadre, parce que ce sont des sujets, beaucoup de sujets qu'on voit dans le cadre de l'égalité. Donc, on a dit qu'un libertarien dira oui, parce que pour les libertariens, la liberté n'est pas associée à la moralité. Donc, d'où notre vêpre qui est intitulée « Une forme plus pure de liberté », c'est-à-dire que là où les républicains vont mettre des restrictions, les libertariens sont sur une liberté sans frein, sans limite. Si on s'arrête là, on pourrait dire que la liberté prônée par le Parti libertaire est une bonne chose, car elle permet à tous d'atteindre l'égalité, donc aussi bien les femmes que les populations LGBTQ, que les personnes de couleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai bien dit si on s'arrêtait là. Tout à fait. Oui, oui. Oui. Très bien. Mais au début, quand j'ai commencé dans l'introduction, j'ai évoqué que si nous restions, donc si vous repensez à la ligne que j'ai faite où j'ai marqué 2018 en route vers la LD, je vous ai dit que si nous restions du côté de la droite, nous serions du mauvais côté de la LD. Alors que cet exemple sur le positionnement des libertariens semble indiquer qu'ils sont OK pour que ces personnes puissent avoir le droit de faire ce qu'elles veulent et d'acquérir ainsi l'égalité, qu'est-ce qui pose problème? Parce qu'on a dit, rappelez-vous, que être du côté de la droite ne sera pas un bon positionnement au moment de la LD. Qu'y a-t-il de mauvais avec le principe de la liberté tel que prôné par les libertariens? C'est une question. Et pour tenter de comprendre et d'illustrer ce qui ne va pas avec le libertarianisme, nous allons nous intéresser au positionnement des libertariens par rapport
aux lois sur les droits civiques de 1964. Et pour cela, on va aller dans l'article du Huffington Post, qui est cité dans la vêpre numéro 6. Et le titre est « Pourquoi les libertariens et Rand Paul ont tort à propos de la loi sur les droits civiques ». Donc, cet article, avant d'aller un peu plus loin, cet article, il a été écrit le 27 mai 2010. Il a été écrit par Stéphane Menandian. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, je pourrais écrire son nom après, si vous voulez le rechercher. Et il est directeur adjoint de l'Institut AS. Et c'est un institut qui est pour une société équitable et inclusive de l'Université de Berkeley. D'accord? Donc, on va s'intéresser à cet article qui a été écrit donc par quelqu'un qui est en faveur d'une société équitable et plus inclusive. Il a écrit cet article en mai 2010 et son titre c'est « Pourquoi les libertariens et Rand Paul ont tort à propos de la loi sur les droits civiques ». Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer un peu le titre pour comprendre le lien entre ces différents éléments qu'il va emmener dans son titre, avant de rentrer dans l'article lui-même. Quels sont les mots? Alors là, ce ne sera pas le mot le plus important, mais quels sont les mots de cet article qui vous interpellent? L'article, tu le projettes ou Non, il ne sera pas projeté. Donc, il faut qu'on aille dans la transcription, c'est ça? Non, pas forcément. En fin de compte, là, je suis juste sur le titre. Pardon, je reprends. Là, on va travailler quelques instants à partir du titre. Alors, je peux écrire le titre au tableau. Ça va peut-être vous aider, ça va certainement aider. Alors, le titre, c'est « Pourquoi les libertariens et Rand Paul ont tort que je ne dis pas de bêtises, ont tort à propos de la loi sur les droits civiques. » Quels sont les mots importants, selon vous, que je peux souligner pour essayer de comprendre la problématique de cet article? Alors, oui. Libertarien. D'accord. Oui, je suis d'accord. Les droits civiques, je suis d'accord. Et tort. Très bien. On est ensemble et je suis d'accord avec vous. Ce sont les 4 mots sur lesquels je voudrais qu'on puisse prendre quelques instants afin de les définir, avant de rentrer dans le corps même de l'article, en sachant qu'on ne va pas voir tout l'article, mais on va voir certains points. Donc, ce qu'on voit, c'est que il y a les libertariens et Rand Paul qui font partie d'un même groupe, pourtant qui sont différenciés dans le titre. On a un sujet qui sont les droits civiques et on a une problématique qui est posée comme étant pourquoi ils ont tort. Les libertariens, tout au long de la vêpre, l'ancien thèse, en fin de compte, elle va donner différentes façons de voir le libertarianisme et tout ce qu'elle va développer, c'est juste. Quand je dis c'est juste, c'est que je ne vais pas les reprendre là, mais quand elle va parler de la liberté pour l'avortement, elle va parler de la liberté de circuler, elle va parler, dites-moi, de quoi vous vous rappelez? Donc, on a dit liberté d'avorter, liberté de circuler, liberté pour la légalisation des drogues, oui? Port d'armes. Le port d'armes. Est-ce que vous avez d'autres idées en tête? La prostitution. Oui, exactement, la prostitution. L'orientation sexuelle. Ok, oui, tout à fait.
le mariage entre les personnes du même sexe. Donc, ce sont autant d'éléments, et on n'a certainement pas tous cité, mais ce sont autant d'éléments qui portent sur la liberté que prônent les libertariens, qu'on ne va pas développer, ou du moins que vous connaissez, et je ne vais pas les citer là, mais ça veut dire qu'ils sont inclus dans ce qu'on dit. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que je ne vais pas les citer dans ce que je vais dire sur les libertariens que ça exclut. C'est compris dans notre définition qu'on aura du libertarianisme. Donc, libertariens, ce sont des personnes qui sont issues de la philosophie libertarienne, donc du libertarianisme. Comme je viens de le dire, le libertarianisme, c'est à la fois une philosophie, mais c'est aussi une incarnation politique. Aux États-Unis, le libertarianisme est le 3e courant politique et il est très influent. Le libertarianisme est issu des idées du libéralisme. Et il faut savoir qu'à la base, le libéralisme se définissait comme une doctrine qui se préoccupe de la préservation des libertés individuelles face à un État prompt à les restreindre. Pour John Locke, qui est par ses idées un peu l'auteur de la Révolution française, je dis bien par ses idées, ce n'est pas lui qui a enclenché la Révolution française, mais c'est ses idées qui ont pu être le déclencheur. L'État est le fruit d'un contrat social noué pour protéger en particulier la liberté d'expression et le droit de propriété. Donc, on peut retenir que l'État est là pour protéger la liberté d'expression et le droit de propriété des individus. Si ce pacte est rompu, il est légitime de se révolter. Donc, d'où ce que je vous disais par rapport à la Révolution française. Pour en arriver là, pour éviter d'en arriver là, mieux vaut restreindre les pouvoirs de l'État. Ainsi, on peut dire que le libertarianisme sera pour une intervention minimale de l'État et pour une liberté maximale d'expression. Est-ce que ça vous convient de le résumer un peu comme ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous convient? Oui. Oui. Ok. Oui. Je vais l'écrire tout à l'heure au tableau qu'on aura effacé. Ce que je rajouterais vraiment, intervention minimale de l'État veut dire que le libertarianisme s'oppose à toute forme de contrainte et en particulier de contraintes mises en place par l'État. Ok? Donc, puisqu'on a choisi nos mots, je vais effacer le titre pour pouvoir mettre certains mots-clés pour nous aider et retenir ce qu'on a vu. Donc, je vais mettre libertarianisme. Donc, on a dit intervention. On va mettre en abrégé, hein, parce que sinon, ça va être... Donc, on veut dire un état minimal par rapport à ce qu'on vient de voir et une liberté. Une liberté comment? Sans limite, donc on va mettre maximale. Liberté maximale. Il me semble que dans la VEP, le terme utilisé, c'est petit gouvernement aussi. Effectivement, ça va dans le même sens. On peut le dire comme ça. Mais là, en fin de compte, ce que je voulais... Quand j'ai mis état minimal, je focalisais sur le fait d'une intervention minimale de l'État, autant que possible, ce qui va donc du fait qu'on n'aura pas besoin d'un grand gouvernement, donc un petit gouvernement, comme tu le dis, Chimène.
Ok, donc, maintenant, après avoir vu le libertarianisme, on va voir Rand Paul. Qui est Rand Paul? Et qu'est-ce qu'on peut retenir de lui de particulier dans le cadre où nous sommes? Rand Paul est membre du Parti républicain et il est le sénateur du Kentucky et il l'est depuis 2011. Il a un lien de parenté avec Ron Paul, qui fut un candidat à la présidence des États-Unis, mais un candidat du Parti libertarien. Donc, Rand Paul, j'ai dit qu'il avait un lien de filiation avec Rand Paul, en fin de compte, c'est son père. Donc, quand cet article il va citer Rand Paul, ce qu'on peut voir, c'est sa filiation avec son père, mais son lien, en tant que républicain, son lien avec le parti, avec les idées libertaires. D'accord? Donc, je vais noter Rand Paul. On peut dire que c'est un républicain avec idées libertariennes. Maintenant, on va s'intéresser pendant quelques instants aux droits civiques. Dans quel contexte les droits civiques ont été mis en place? Suite à l'abolition de l'esclavage en 1865, en théorie, tous les Afro-Américains, qu'ils soient affranchis par le 13e amendement ou qu'ils soient nés libres aux États-Unis, avaient le droit de s'inscrire sur les listes électorales et de participer aux différentes élections locales, au Parlement de leur État et au Parlement fédéral. Mais dans la pratique, les États, et principalement ceux du Sud, ont mis en place 2 dispositifs pour entraver l'effectivité de ces droits de vote. Le premier, c'est la dissuasion et l'intimidation par des actes de terrorisme commis par le Ku Klux Klan. Et ce que ça veut dire, en fin de compte, c'est que l'État était parfaitement au courant, mais ne l'empêchait pas, ne l'organisait peut-être pas directement, mais ne l'empêchait pas et ils en étaient au courant. L'autre dispositif qui, lui, était légal, réglementaire, il s'est fait par l'adoption des lois Jim Crow qui sont issues des Black Codes. Alors, quelles sont ces lois Jim Crow? C'est quoi les lois Jim Crow? Donc, je vais pas vous expliquer pourquoi on appelle ça Jim Crow, mais je vais dire à quoi elles servent. Et en fin de compte, ces lois Jim Crow, elles limitent l'ensemble de la vie sociale, économique et politique des Afro-Américains des États du Sud, de leur naissance jusqu'à leur mort. À la ségrégation que vont subir les Afro-Américains vont s'ajouter les restrictions au droit à la propriété, des restrictions à établir leur propre entreprise, des restrictions à l'éducation, des restrictions à se marier en dehors de leur race et aussi des restrictions dans les interactions avec les Blancs qui étaient limitées vraiment aux relations strictement professionnelles et nécessaires. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans ce contexte où les États ont mis des lois pour pouvoir discriminer les Afro-Américains, en 1964, les droits civiques, ou le Civil Rights Act, va être voté par le Congrès des États-Unis et ensuite promulgué par le président Lyndon B. Johnson le 2 juillet 1964. Et l'objectif des droits civiques, en fin de compte, c'est de mettre fin à toute forme de ségrégation et de discrimination qui vont reposer sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Donc, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que les droits civiques sont là pour pouvoir mettre fin à la discrimination. Est-ce qu'on peut mettre ça en résumé? Oui?
Droit civique, donc je mets fin, discrimination. Est-ce que jusqu'à maintenant ça va? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez des questions? Ça va. Ça va? Ça va. D'accord. Je suis... Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes tant familier, enfin, vous n'êtes certainement pas familier avec l'ensemble des textes des droits civiques, donc je vais rapidement les balayer, mais c'est vraiment pour vous en donner une idée. Il y a 8 titres dans les droits civiques. Le premier titre, en fin de compte, il va abolir les taxes, les tests d'aptitude à voter et les capacités, et ils vont abolir les capacités des agents d'état civil ou administratifs à autoriser ou non l'inscription sur les listes électorales en dehors des exigences communes. Autrement dit, il n'appartiendra plus à ces personnes de pouvoir discriminer de façon individuelle et personnelle les personnes de couleur, mais il y a des exigences communes pour tout le monde, et en dehors de ces exigences communes, on ne pourra pas discriminer une personne de couleur. Et par exemple, on n'aura plus les tests d'alphabétisation pour dire « toi tu peux voter » ou « toi tu ne peux pas voter ». D'accord ? Ensuite, dans le titre 2, la discrimination va être interdite dans les lieux qui reçoivent du public, que ce soit des lieux de détente, de restauration, de commerce, de service, et tout lieu en mesure de recevoir du public. Le titre 3, lui, il va dire que ce sera possible de recourir aux tribunaux en cas de discrimination établie. Donc c'est le droit pour une personne discriminée de pouvoir saisir le tribunal. Dans le titre 4, ce que ça va mettre en place, et suite à l'arrêt dans le cas de Brown versus Board of Education, ce que ça va mettre en place, c'est la scolarisation des élèves dans des écoles ou collèges sans égard à leur couleur, à leur sexe ou religion. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout simplement s'inscrire sans qu'ils soient empêchés. Et aussi, ils pourront obtenir, ce qui sera facilité, c'est l'obtention des bourses d'études. Le titre 5, lui, il va parler de la mise en place d'une commission des droits civils pour pouvoir garantir la non-discrimination des personnes. Donc c'est une commission qui est là pour enquêter, pour pouvoir collecter des informations, étudier, évaluer toutes les allégations. Et là, contrairement à tout à l'heure, je vous avais dit que c'était des discriminations établies qui étaient emmenées devant les tribunaux. Mais là, en fin de compte, dans ce cas-là, ça peut être des allégations ou des possibilités, mais ils sont là un peu pour pouvoir enquêter et voir dans quelle situation ces discriminations peuvent se mettre en place ou pas. Le titre 6, lui, il a pour objet d'éliminer les discriminations dans l'attribution des aides financières ou des aides qui proviennent de l'État ou au niveau fédéral. Titre 7, fin des discriminations dans l'accès à l'emploi et pour les salariés qui sont syndiqués. Et le dernier titre, il va porter sur le fait de pouvoir vérifier l'effectivité du droit de vote. Donc, ce sont les 8 titres qui sont inclus dans les droits civiques de 1864 et qui sont là pour pouvoir mettre fin aux discriminations dans les différentes sphères qui ont été citées. Alors, on a dit que le titre de notre article cite le libertarianisme, Rand Paul, les droits civiques, et on a dit qu'il y avait une problématique. Et là, on va essayer de rapidement mettre en place le contexte de l'article. Je vous ai dit que l'article, lui, il a été écrit en mai 2010. Il fait suite, en fin de compte, à une interview qu'il y a eu entre Rand Paul et Rachel Maddow, toujours en mai 2010. Pourquoi Rand Paul a été interviewé? La première raison, c'est qu'en fin de compte, Rand Paul, il s'est présenté pour la première fois dans l'État du Kentucky pour être le représentant du Parti républicain. C'est-à-dire qu'il y avait de longue date un représentant du Parti républicain dans l'État du Kentucky qui s'appelait Jim Bunning. Et en vue des élections de 2010 pour les places du Sénat de 2011, Rand Paul s'est présenté comme candidat du Parti républicain.
et Rand Paul a remporté donc ce qu'on appelle les primaires du Parti républicain. Donc c'est lui qui va faire face aux candidats démocrates lors des élections pour le Sénat au mois de novembre de la même année 2010 qui vont suivre. Dans cet entre-deux, donc Rand Paul est choisi par le Parti républicain pour les représenter aux élections qui auront lieu en novembre 2011. Et entre ces deux, dans ce laps de temps, en fin de compte, il va avoir cette interview avec Rachel Maddow. Pourquoi elle va vouloir l'interviewer? C'est qu'il avait déjà dans une interview été pas très clair sur les droits civiques. Il avait laissé entendre qu'il était plus ou moins d'accord, mais pas sur tout. Pardon. Donc, dans cette interview, Rachel Maddow va forcer en fin de compte Rand Paul à admettre son opposition à certaines parties de la loi sur les droits civiques. Rand Paul s'oppose spécifiquement aux dispositions qui interdisent la discrimination dans ce que l'on appelle les logements publics, qui sont en fait des entreprises privées, telles que les hôtels, les cinémas et les comptoirs de restauration. Donc si vous revenez sur ce que je vous ai cité tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y en avait 8, et le titre qui était concerné, en fin de compte, c'était le titre numéro 2. Et si je vous le dis rapidement, d'une autre façon, le titre numéro 2 interdit la ségrégation ou la discrimination dans les lieux recevant du public, donc des lieux qui ont pour but la détente, les loisirs, la restauration, le commerce, les services. Et ces lieux, qui sont dits publics, mais pas publics comme quoi c'était des lieux de l'État, mais ce sont des lieux qui reçoivent du public, mais ces lieux sont la propriété privée de personnes, d'individus. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui. Ok. Est-ce que vous voyez un peu la différence dans un peu les droits civiques? Ce que Rand Paul il est en train de dire, c'est qu'il y a une grosse partie des droits civiques on va le dire comme ça, sur les 8 points, on va dire qu'il y a 7 points sur 8 qui vont concerner l'État. Qui vont concerner l'État et sont le fait que l'État n'a plus cette possibilité de discriminer les personnes, ce que l'État faisait à travers les lois. Si quelqu'un ne comprend pas, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser la question. Droit civique de 64. 7 articles ou 7 titres de la loi vont directement cibler l'État, donc qui ne peut plus discriminer. Mais un titre sur les 8 ne va pas concerner l'État, mais va concerner, on va dire, les individus, les personnes, qui, eux aussi, n'ont pas le droit de discriminer. Et ce que Rand Paul est en train de dire, c'est que pour ça, lui, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème à ce que, justement, ces règles soient mises en place parce que, en tant que libertarien, il est à la fois pour une intervention minimale de l'État, mais il est aussi pour une liberté maximale des personnes. Donc, toutes ces personnes qui étaient discriminées, donc là, c'est vrai que c'est dans le cadre de l'esclavage, du racisme, donc on sait que c'est principalement les personnes afro-américaines, mais dans le texte des droits civiques, on ne va pas seulement s'arrêter aux personnes afro-américaines, on va parler des femmes, de la race, de la religion, et je crois que c'est à peu près ce qui est cité, pour pouvoir dire stop à la discrimination pour toutes ces catégories de personnes. Mais là, il n'est pas d'accord, Rand Paul, sur ce point-là. Il n'est pas d'accord que les droits civiques l'empêchent en tant qu'individu de discriminer d'autres individus.
Jusque maintenant, est-ce que ça va? Est-ce que vous suivez le cours? Oui. Oui, ça va. Oui. Ok. Ça va. Donc, la question, donc, parce que n'oubliez pas qu'il y a une problématique. La problématique, c'est que, une partie de la problématique, c'est que, effectivement, Rand Paul, qui est un républicain, mais qui a des idées libertaires, n'est pas d'accord avec l'ensemble des droits civiques qui a un peu pour base une limitation de l'État et une liberté maximale pour les individus. Il n'est pas d'accord avec tout ça, alors qu'en tant que libertarien, a priori, il devrait être d'accord avec tout. Il devrait. Alors ma question, c'est comment les libertariens, qui sont pour la liberté sans limite et pour tous, se proposent-ils donc de régler la question de la discrimination qui existe dans le domaine privé? Je répète ma question. Puisqu'ils ne sont pas d'accord pour que l'État leur ôte ce droit de discriminer, restreignent leur liberté à discriminer, comment vont-ils régler ce problème? Et en fait, ils vont préserver ce droit. Quand je dis ils vont préserver ce droit, dans leur philosophie, dans leur façon de voir, l'État ne peut pas, en fin de compte, leur enlever ce droit. Mais ce qu'ils pensent et comment ils voient les choses, c'est qu'il faut laisser la liberté à chacun de mettre fin ou pas à la discrimination dans le domaine privé au regard des conséquences économiques qu'ils subiront ou pas. Et eux, ils appellent ça la question de l'efficacité économique. Alors, est-ce que je ne vais pas reformuler, mais je voudrais proposer à quelqu'un, est-ce que quelqu'un voudrait reformuler ce que je viens de dire? Pour voir si vous suivez et si j'ai été claire. Est-ce que quelqu'un a envie d'essayer? Je veux bien essayer. Alors, c'est qui veut bien essayer? Johanna. Ok, Johanna, vas-y. Alors, est-ce que tu peux reformuler un peu cette problématique? Alors en fait, la problématique, c'est que Rand Paul et puis, je dirais, les libertariens, Oui, ils ne sont pas d'accord que les droits civiques, je dirais, les empêchent de discriminer d'autres individus. D'accord. Et, Parce qu'on touche à quoi exactement? Parce que dans ce cas-là, on touche à quoi, Johanna? Est-ce que c'est tant qu'ils ont envie de... On touche à, je dirais, liberté individuelle. On touche alors? Vas-y, dis-le. Qu'est-ce que j'ai pas compris? En fin de compte, j'ai pas bien entendu. Je crois que tu as dit on touche à leur liberté individuelle. C'est ce que tu as dit ou pas? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok, très bien. C'est vraiment que vous voyez bien la différence. Je dirais pas que c'est tant qu'ils ont envie de discriminer ou pas. Hein. C'est pas forcément ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on touche à leur liberté, finalement, de pouvoir le faire ou pas. Oui. Sophie, j'ai l'impression que tu as emmené un autre point en plus que cette liberté. Tu as emmené l'économie. Et j'ai l'impression, quand je t'écoutais, que c'est en fonction de leurs finances. Si cette discrimination va entacher leurs finances, ils doivent avoir la liberté de discriminer. Donc, en fin de compte, oui, c'est la liberté d'eux, mais tout tourne autour des finances, de l'économie, de leur bien-être financier. Ok, je crois que je... Oui, enfin... Oui, parce qu'en fait... me donne une certaine de l'argent, quoi, une certaine aisance financière, et j'ai besoin de cette force de travail gratuite pour pouvoir continuer à bien vivre ou à faire fructifier mon business. Ok. Donc je dois avoir la liberté de discriminer un peuple. Pour pouvoir avoir ce bénéfice financier. Oui, ouais, voilà. Johanna, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Je crois que Chimène a fini un peu ta pensée. Tu avais bien commencé, je crois que Chimène a fini. Oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire, effectivement, la question de l'efficacité économique, comme tu as dit, c'était en fait par rapport à cette discrimination qui va toucher, je dirais, les individus dans le domaine privé. Eux, ils disent, en fait, ils relèguent cela
il le relie avec la question de l'efficacité économique, c'est ça? C'est ça. Et autrement dit, pour le dire d'une autre façon, ce que vous venez de dire, c'est que ce n'est pas l'État qui doit me dire si je peux discriminer ou pas. C'est moi qui vais prendre la décision et cette décision, je la prendrai à partir du moment où, si le fait que je discrimine apporte atteinte à mon business, donc entre guillemets, finalement me met financièrement en difficulté, le marché va se réguler tout seul parce que les personnes décideront, parce qu'ils n'aiment pas ces personnes qui venaient avant dans mon établissement, n'apprécient pas que je continue la discrimination, donc ces personnes ne viendront plus. Et à partir de ce moment-là, de façon libre, je vais me positionner. Pas parce que la discrimination me pose un problème, mais parce que j'ai la liberté de changer ou pas les règles d'accueil dans mon établissement et que comme il m'appartient, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et à partir du moment où ce ne sera plus intéressant de discriminer les personnes, c'est-à-dire que financièrement et économiquement, il n'y aura pas de gain, ces personnes d'elles-mêmes, et non par la contrainte de l'État, vont prendre la décision ou pas d'arrêter de discriminer les personnes, que ce soit de couleur, de sexe différent, parce que n'oubliez pas, il y a différents domaines qui concernent le travail et qui sont concernés, que ce soit le travail, le vote et tout. Voilà, donc là c'est là. Oui. Question, c'est Lisa. Oui. Donc, comme tu as dit, donc, vu qu'il est libertaire, normalement, lui, il devrait être d'accord avec tous les droits civiques, sauf que il a des problèmes avec certains d'entre eux. Et après, d'un seul coup, il présente la question économique comme la solution en fait, de discriminer. Mais est-ce que ce ne serait pas une manière en fait, d'expliquer pourquoi est-ce que... un prétexte pour dire, en fait, non, c'est pas que personnellement je ne veux pas discriminer, c'est que économiquement... tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire qu'ils se cacheraient derrière l'argument économique pour cacher leurs vraies valeurs, leurs vraies pensées. Alors justement... En fait, personnellement, il veut pas... il sait que personnellement, il ne peut pas discriminer, d'après les droits civiques, sauf que lui, il le fait, donc il veut trouver un prétexte, une excuse de pourquoi il le fait. D'accord, et que du coup, ils vont prendre l'argument économique. C'est ça. Mais tu veux dire que la vraie raison serait ailleurs que dans l'économique? Oui. Effectivement, c'est quelque chose qu'on va voir dans les quelques minutes qui vont suivre. Ce sont les arguments que le journaliste va emmener. Donc là, je parle de Stéphane Medianen, qui va expliquer pourquoi justement les libertariens ont tort de penser que les droits civiques n'auraient pas dû toucher leur liberté individuelle de discriminer et pourquoi ils ont tort de penser que le marché va se réguler tout seul et que la discrimination peut se réguler d'elle-même en quelque part. La première raison pour laquelle il dit qu'ils ont tort, c'est parce que la question de la discrimination n'est pas une question d'efficacité économique. Et ça vient effectivement vraiment par rapport à ce que tu disais, Elisa. La discrimination n'a rien à voir avec la notion d'efficacité économique, c'est une question de moralité. La moralité, ça va être le souci de quelqu'un, d'un groupe, de conformer sa conduite à un ensemble de principes moraux. Donc, quand je vais parler de moralité, c'est-à-dire, c'est est-ce que je souhaite me conformer ou pas à des principes moraux? Et tout de suite, par rapport à l'argument que les libertaires emmènent, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas forcément ce désir de se conformer à des principes moraux. Et dans la question de la moralité, les principes moraux, on pourrait regrouper, donc je vais faire ici, si je réfléchissais à ce problème d'un point de vue moral, peut-être que je vais le tourner, j'ai marqué moraux, mais j'ai marqué moral. Si j'y réfléchissais d'un point de vue moral, il faudrait que j'intègre les valeurs d'équité, d'égalité et de justice selon Stéphane Medianen. Est-ce que vous voyez comment ça n'a absolument rien à voir avec la question économique?
Est-ce que vous le voyez ou pas? Oui. Donc finalement, c'est JB. Oui, vas-y JB. La question comment dire, économique serait juste un leurre en fait. Ça revient un petit peu à ce que Elisa disait. On peut se poser la question, on peut se dire qu'il l'avance, mais que cette question économique finalement certainement cache quelque chose d'autre. Mais ce que Stéphane Médiane est en train de dire, c'est que, et c'est pour ça que je vous rejoins, c'est que la discrimination ne peut pas être traitée d'un point de vue économique. C'est une question hautement morale et que c'est la partie vraiment importante de la discrimination, c'est de savoir que c'est l'essence. La chose la plus importante par rapport au thème de la discrimination, c'est de devoir traiter ce sujet d'un point de vue moral et pas d'un point de vue économique. Mais justement, cet individu justement avance bien les choses, puisqu'effectivement, en amenant d'une façon morale et économique, en fait, il touche toute une population, qu'elle soit blanche, hispanique, noire, homosexuelle ou pas. Mm-hmm. Bon, parce qu'effectivement, c'est comme ça le bien-être social, c'est quelque chose qui impacte tout individu. Et chacun, justement, revendique son droit personnel. Donc, alors si j'ai bien compris, et je reformule parce que ça permet d'élargir, alors c'est vrai que là, on a mis les droits civiques, 1964, c'est en lien avec l'esclavage, mais là, Jean-Bernard a élargi au fait qu'effectivement, en mettant la discrimination dans ce contexte, on sait que ça touche un ensemble de personnes et pas que les personnes de couleur. D'accord ? Ce que je voudrais que vous puissiez être en mesure aussi de faire, et je l'ai dit en introduction, c'est qu'on sait que le sujet de l'ALD porte sur le féminisme radical. Le féminisme radical, ce n'est pas le racisme, mais c'est en lien. On a vu comment on pouvait les lier. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire, quand on parle des libertariens, de leur positionnement par rapport à la notion de discrimination et la liberté, c'est d'arriver après à faire le lien sur d'autres sujets et en particulier le féminisme. C'est vrai que ce sera un sujet qui sera développé par la suite dans les vêpres, mais c'est ça aussi l'objectif. Là, je ne veux pas juste vous parler, mon but, ce n'est pas forcément de vous parler du racisme, donc je rappelle un peu le but de la vêpre, mais c'est de montrer en quoi cette forme plus pure de liberté est problématique par rapport à notre message prophétique. D'accord ? Donc, pour finir avec ce point sur le fait que les libertariens ne doivent pas traiter la question de la discrimination d'un point de vue de l'efficacité économique, l'auteur y rappelle que si il y a beaucoup d'articles qui se sont intéressés à l'efficacité économique de l'esclavage, ce qui sous-entend que l'esclavage, selon le principe que Ron Paul a émis, c'est-à-dire que l'esclavage se serait terminé un jour ou pas, peut-être selon le fait si ça rapportait encore ou pas de l'argent, en quelque part. Et il dit que de la même façon que pour les droits civiques, l'abolition de l'esclavage était un impératif moral et pas un impératif économique. C'était vraiment quelque chose de moral. Et on peut, pour mieux comprendre encore ces exemples, on peut comprendre que lorsque une entreprise n'a pas le droit d'exploiter le travail des enfants, et entreprise veut dire monde de l'économie, c'est sur la base d'un jugement moral qu'ils ont cette interdiction et pas, ils ne peuvent pas traiter cette question du point de vue de l'efficience économique. Ok ? Donc cet argument, il est vraiment faussé, comme vous dites, parce que sur des sujets qui sont aussi importants que l'autre, que la justice, que l'équité et l'égalité, se permettre de traiter la question d'un point de vue économique, c'est en quelque part nier, je dirais un peu nier l'autre en fin de compte dans ce qu'il est et sa liberté propre qui est si chère aux libertariens. Alors, l'auteur va développer deux autres arguments. Je vais essayer de les résumer et de les synthétiser, mais de façon à ce que ça vous parle. L'auteur va dire que Rand Paul
va prétendre que l'intention de la législation, donc l'intention des droits civiques, était de mettre fin à la discrimination dans la sphère publique et de mettre un terme à la pratique odieuse de la ségrégation et des lois Jim Crow. Donc, Rand Paul dit que les droits civiques, c'était que pour l'État. C'était que pour la discrimination pratiquée par l'État. Et l'auteur dit qu'en fin de compte, c'est faux de raisonner comme ça. Parce qu'effectivement, en raisonnant comme ça, une fois encore, les libertariens s'excluent de l'équation par rapport à la discrimination. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fin de compte, il dit que la loi sur les droits civils ou civiques ne visait pas seulement le comportement parrainé par l'État, parce que les lois Jim Crow et la ségrégation et la discrimination publique qu'elle incarnait étaient en fin de compte la manifestation des valeurs de la société et des individus qui la composent. Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer de reformuler ce que je viens de dire? Je peux répéter. Je répète tel quel et je propose à quelqu'un de pouvoir rapidement reformuler. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais ce serait intéressant avec vos propres mots de dire ce que vous avez compris. Rand Paul et les libertariens disent que la loi sur les droits civiques avait pour but de mettre fin à la discrimination de l'État dans la sphère publique. Et ce que l'auteur dit, en fin de compte, il dit que les droits civiques ne visaient pas seulement le comportement de l'État, mais il visait aussi d'autres comportements parce que ces lois, en fin de compte, incarnaient la manifestation des valeurs de la société et des individus qui la composent. Alors, s'il n'y a personne qui se propose pour reformuler, je vais schématiser comme ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ici, on a les lois Jim Crow. Donc, on a des lois, là c'est Jim Crow dans le cadre de l'esclavage et du racisme, on pourrait l'imaginer dans tout autre domaine. Et il dit que ces lois, en fin de compte, elles existent parce que ceux qui sont en dessous, ceux qui sont à la base, en fin de compte, ce sont des individus qui ont des valeurs. Alors, comment le texte le dit? Des valeurs, voilà, qui ont des valeurs. Et ces valeurs, en fin de compte, elles se retrouvent dans ces lois. Donc, comment les droits civiques pourraient attaquer juste les lois Jim Crow proposées par l'État sans chercher en quelque part à travailler la base d'où viennent ces valeurs? Ce sont les valeurs de la société à laquelle appartiennent ces individus. Sophie, Oui? il y a Lisette dans le chat qui intervient en disant que la représentation visible du cœur de cette société. Que ces lois sont la représentation visible du cœur de cette société. C'est ça. Elle pose la question. Voilà. Est-ce bien ça? J'imagine. C'est Si elle peut revenir. C'est en quelque part, je suis d'accord avec toi, en fin de compte, ça représente leur cœur et c'est manifesté par leur liberté de pouvoir mettre en place ces lois, en fin de compte. Donc, tu vas faire après. Donc, Lisette, moi, je peux être d'accord avec toi dans le sens où, quand on parle effectivement des valeurs de la société qui sont incarnées par les lois, ça veut dire que c'est ce par quoi ils sont mus, c'est la façon dont ils fonctionnent, c'est ce qui les porte en fin de compte, et ça va se retrouver dans les lois de la société. Et Clara qui rajoute des droits, en point d'interrogation. Alors, je n'ai pas compris. Vas-y, explique-toi Clara, parce que du coup, je ne comprends pas vraiment l'interrogation sur les droits. Est-ce que tu peux t'exprimer, Clara? Excuse-moi, Sophie, je suis à faune. J'ai pas de voix. Ah oui. Je voulais juste dire juste de leurs droits, leurs valeurs qui est liée avec leurs droits. Leur droit à la liberté, tu veux dire? Oui.
Oui. Ok. Alors, j'irai pas plus loin, je vais juste synthétiser un peu ce point-là. On a vu le premier argument qui est faux, parce que c'est pas comme ça qu'on doit aborder la discrimination, donc on ne doit pas aborder l'argument d'un point de vue économique, mais d'un point de vue moral. Le deuxième argument, c'est que la loi sur les droits civiques visait, donc on a dit les lois, Jim Crow en l'occurrence et sans aucun doute, mais elle visait également les pratiques, les valeurs, les normes, les préjugés, dont que les formes institutionnelles étaient l'expression. D'accord? Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que dans les deux cas, les deux arguments de l'auteur, en fin de compte, renvoient toujours à l'individu. Et comme tu disais, comme vous disiez, donc renvoie à ses valeurs, mais la problématique de ces valeurs par rapport à la notion de la liberté et par rapport à l'égalité. Le troisième point, je vais essayer d'être synthétique, pareil, c'est le fait que Rand Paul soit toujours dans cette dualité entre la discrimination privée et publique. Il fait toujours une distinction entre les deux. Et ça, en fin de compte, l'auteur va redire que ce n'est pas un bon argument. Et vous allez voir que c'est assez proche de l'argument précédent, parce qu'il va montrer que non seulement les lois, donc on est ici, il va dire que donc les lois sont le produit des valeurs privées, c'est ce qu'on a mis ici dans ce sens-là, mais que les lois conduisent et influencent également les attitudes privées. Donc, si vous voyez au tableau, on pourrait aussi le mettre comme ça. Donc, l'argument précédent disait que c'était les valeurs, les normes qui influençaient les lois. Mais il va dire aussi que les lois, elles vont aussi influencer les individus. Et c'est un cercle qui va se maintenir. Pour expliquer en fin de compte ce principe, l'auteur il va retourner dans l'histoire de l'Amérique et pour montrer qu'avant qu'on ait les valeurs des individus, on a d'abord eu des lois qui ont été mises en place dans les colonies pour pouvoir, par exemple, empêcher le métissage. Alors, je vais vous lire la phrase, comme ça ce sera plus clair. Une histoire de la race en Amérique du Nord montre clairement que les attitudes raciales et les préjugés raciaux étaient dans une large mesure le produit des lois coloniales. Donc, c'est ce que je viens de montrer. Là, on va mettre loi coloniale pour le début des États-Unis. Loi coloniale. Et là, il est en train de dire que ces lois coloniales étaient largement ce qui allait alimenter les préjugés ensuite des individus. Si on fait le parallèle avec les droits civiques, on va pouvoir dire que les droits civiques et les amendements au moment de la reconstruction visaient la discrimination raciale dans son ensemble, à la fois son expression dans la loi, mais aussi les normes sociales, les coutumes privées que ces lois incarnaient. On est vraiment dans ce cercle, et dans ce cas-là, on est vraiment dans un cercle vicieux, je sais pas si je crois que ça se dit, si le cercle vertueux existe, là, vu qu'on est sur quelque chose d'assez négatif, on pourrait dire le cercle vicieux. Alors, les républicains radicaux, donc pas Rand Paul et ses camarades du Tea Party, mais les républicains de l'ère de la reconstruction, et qu'on parle de la reconstruction, on parle de 1964, ne cherchaient pas seulement à libérer les esclaves et à en faire des citoyens, mais à refaire la société et à purger notre nation des préjugés raciaux qui ont servi à justifier l'esclavage racial et qui ont survécu à ses conséquences. En résumé, par rapport
au sujet de l'égalité par lequel nous sommes concernés. Dans la vêpre, il est fait mention par rapport au fait que l'Ancien Test a pris 18 mois en fin de compte pour formaliser le sujet à la fois du mariage homosexuel, mais aussi du féminisme radical. Pourquoi? Parce que dans ce temps, au sein du mouvement, il y avait déjà des voix libertaires qui se levaient et qui disaient être d'accord, en fin de compte, avec le sujet de l'égalité pour la race, l'égalité pour les LGBTQ, l'égalité aussi pour les femmes. Mais ce que nous venons de voir cet après-midi, c'est que être pour la liberté n'est pas suffisant. Parce qu'à partir du moment, surtout quand on est libertarien et qu'on prône la liberté à tout prix, ce ne sont pas des valeurs, qui sont pour l'équité pour tous, pour l'égalité pour tous, qui prônent en fin de compte, c'est vraiment la liberté personnelle, individuelle, qui est d'abord mise en avant. Donc, pour que nous puissions passer de la droite vers la gauche, nous devons vraiment intégrer un positionnement moral. Donc tout à l'heure, je disais que nous étions des libéraux sociaux, que nous sommes appelés à être des libéraux sociaux, mais nous sommes appelés à être des libéraux sociaux, mais qui ont des valeurs morales par rapport à la conception qu'on a de la relation à l'autre et la question de l'égalité, de la justice, de la moralité et tout ce qu'on a pu voir. Là, les motivations des libertariens ne sont pas bonnes. Ils sont souvent dans des faux arguments parce qu'ils voient bien la contradiction entre l'argument de la liberté et le fait qu'ils puissent discriminer tout un pan de la population, de la société. Donc, j'espère qu'à travers cette présentation, vous avez pu comprendre pourquoi il est important de comprendre l'égalité dans ses principes et ne pas se positionner sur notre message prophétique juste d'un point de vue de la liberté, parce que de la même façon, même si ça paraît beau, même si ce message peut paraître progressiste, d'un point de vue, là je parle des libertaires, on n'arrive pas à la bonne conclusion. On n'arrive pas à la bonne conclusion, donc finalement on ne se positionnera pas non plus du bon côté à l'ALD qui porte sur l'égalité dans le cadre du féminisme radical. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si quelqu'un voudrait que je reprenne un point pour être plus clair. Alors, s'il n'y a pas de questions, si tout est clair, ce que je vais vous proposer, c'est de prier avant que Maurice puisse prendre la parole pour la deuxième partie. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ces quelques instants d'échange que nous avons eus ensemble sur la question de l'égalité, mais par rapport à un point de vue libertaire. Et tu nous interpelles vraiment pour que nous puissions comprendre que la liberté et la question de la discrimination en lien avec l'égalité doit être traitée vraiment à partir de valeurs morales que sont l'égalité, l'équité, la justice, et non d'un point de vue personnel qui tournerait autour de nos intérêts propres, parce qu'alors, Seigneur, nous serons appelés à changer de positionnement dès lors que nos intérêts propres ne seraient plus protégés. Je voudrais que tu puisses nous aider à intégrer ces éléments dans notre compréhension de la raison pour laquelle nous devons passer d'un état d'esprit de la droite à celui de la gauche, d'une liberté sans limite à une égalité pour tous. Garde-nous en ta paix, en ta grâce, c'est au nom de Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen.